Mécanisme effet indésirable vaccin Covid-19, partie 2 Nanotech. Avant-propos. La série de vidéos Mécanisme des effets indésirables est composée de 3 vidéos. Partie 1 Cause officielle. Partie 2 Nanotech. Partie 3 Piste de traitement. Toutes les versions sont disponibles sur vvc19.fr. Vous visionnez part 2 Nanotech. Avertissement. Le sujet des nanotech est très controversé au sein même de la dissidence. Pourtant, de nombreux chercheurs les ont observés au microscope. Aujourd'hui, nous avons des études et analyses qui confirment leur présence. La présence dans les vaccins Covid-19 de cette nouvelle technologie est si déroutante qu'au premier abord, on ne peut que penser à une théorie du complot. Dans cette vidéo, nous allons vous exposer les preuves de leur présence et émettre des hypothèses pour expliquer leur rôle éventuel. Nous mettons les 47 études présentes dans cette vidéo sur notre site vvc19.fr. Bon visionnage. Contexte. Tous les vaccinés n'ont pas d'effets secondaires graves et toutes les propriétés pathogènes décrites dans cette vidéo ne s'expriment pas sur tous les vaccinés. Néanmoins, on observe au microscope des éléments inhabituels dont certains inconnus qui sont présents dans le sang de plus de 90% des vaccinés. De plus, on constate une surmortalité qui affecte toutes les tranches d'âge et une baisse de la natalité proportionnelle au taux de vaccination dans de nombreux pays. Introduction. Nous avons trouvé 4 origines possibles des effets indésirables des vaccins Covid-19. O pour oncogène SV40. S pour protéine spike. P pour PEG2000. N pour nanotech. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'origine des effets indésirables induits par les nanotech. Cette vidéo comporte 3 chapitres. Chapitre 1 Observation, chapitre 2 Explication, chapitre 3 Conclusion. Chapitre 1 Observation. Nanotechnologie composée de graphène et de métaux lourds. Comme la grande majorité des effets secondaires peuvent être expliqués par la toxicité multiple de la protéine spike, les médecins n'envisagent pas que ces injections puissent contenir d'autres substances nocives. Les nanotech que certains chercheurs observent dans les fioles des vaccins Covid-19 et dans le sang des vaccinés ne sont pas de nature biologique. Or, les médecins ne sont pas formés pour diagnostiquer et traiter des effets secondaires issus de nanotech. C'est pourquoi pour ces médecins, tous les effets secondaires ne peuvent être qu'induits par la spike. Leurs traitements peuvent soulager certains effets indésirables, mais ne s'attaquent pas aux origines de ceux provoqués par les nanotech. Par ailleurs, les collectifs de victimes constatent que de nombreuses victimes se retrouvent en errance médicale, car les bilans médicaux sont normaux. Les médecins ne cherchent pas toujours au bon endroit. Rares sont les analyses médicales qui peuvent détecter des nanotechnologies. La spike semble être le coupable parfait qui permet de cacher aux yeux des médecins la présence de nanotech dans ces injectables. Dans cette partie, nous allons vous apporter des preuves de leur présence et vous montrer que nous avons une technologie qui permet de comprendre leur rôle éventuel. De nouveaux types de caillots. Ce sont les embaumeurs en 2021 qui les premiers ont alerté sur la présence de nouveaux types de caillots qui sont présents dans les veines et les artères. Ils constatent 2 types de caillots, les microcaillots et les caillots fibreux. Microcaillots. Les embaumeurs constatent des microcaillots qui donnent au sang un aspect de sable. Ces caillots sont difficilement détectables par imagerie autre que par la thermographie. Ils peuvent s'agglomérer dans différentes parties du corps, ce qui peut donner des images comme celle-ci. Caillots fibreux. Pour les vaccinés qui ont ce type de caillots, on peut observer grâce à la thermographie des caillots immenses comme celui-ci. Ces caillots de couleur blanche ressemblent à du calamar car ils sont très élastiques et très résistants. Ils ont des longueurs jamais vues, jusqu'à 1 mètre observé dans une jambe. Il s'agit d'un tissu fibre blanc fourni par les embaumeurs.
qui le voient partout dans le monde. Les embaumeurs voient ces tissus et ils les trouvent malheureusement dans un pourcentage élevé de personnes décédées, John. Ils ont été vus principalement au cours des 3 dernières années. J'ai en fait beaucoup de petites fioles de tissu, comme je montre au public en direct. Elles ont donc été prélevées directement dans le système circulatoire de la personne récemment décédée. C'est de là que ces prélèvements proviennent? C'est exact. Oui, les embaumeurs à qui j'ai parlé insistent beaucoup sur le fait qu'ils croient que les tissus se forment avant la mort. Ils pensent que ces caillots peuvent également se former après la mort, mais ils insistent sur le fait qu'ils se forment avant la mort, parce qu'ils les voient sur le corps des personnes décédées depuis seulement 1 heure ou 2 et qui sont encore chaudes, qui n'ont pas été réfrigérées. Et il n'y a aucune chance que ces caillots se soient formés dans l'heure ou les 2 heures qui ont suivi le décès de la personne. Cela signifie, Tom, que ces caillots sont presque certainement la cause du décès. Oui, je pense qu'il est évident que la présence de ces caillots dans l'organisme peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques. Un morceau qui se détache et forme une embolie, par exemple, provoque un AVC. Beaucoup d'embaumeurs trouvent des caillots de 10 à 15 cm. Et il y a même eu des cas où ils ont retiré des caillots de 60 cm des jambes des gens. C'est donc une chose étonnante et sérieuse qui est en train de se produire. Et j'ai parlé avec notre embaumeur, Richard Richman, récemment. Et Richard dit qu'il a plus de 250 photos sur son téléphone, Dr. Campbell, de caillots provenant de plus de 250 personnes différentes. À un moment donné, le vaisseau est plus petit et le sang peut encore circuler. Mais à d'autres endroits, il bloque complètement le vaisseau et l'embolie se détache et atteint un point critique. C'est alors que survient l'AVC ou la crise cardiaque. Donc, il peut s'agir d'un processus où il faut peut-être 6 mois, peut-être 12 ou 18 mois, pour que ces cellules atteignent une taille telle qu'elles deviennent dangereuses pour une personne vivante. Il se pourrait donc qu'il y ait une croissance pendant quelques mois. C'est possible, nous n'en sommes pas sûrs, mais les données que j'ai recueillies semblent indiquer que c'est une possibilité. Car certains embaumeurs n'ont commencé à voir les tissus fibres blancs qu'au milieu de l'année 2021, après qu'un certain événement se soit produit plus tôt cette année-là. Des chercheurs ont fait des analyses pour déterminer leur composition chimique. Cette analyse montre que nous avons dans les caillots fibreux des métaux lourds, avec une concentration supérieure à celle du sang. Étain, plus 479%. Phosphore, plus 333%. Aluminium, plus 23%. Nous avons ensuite procédé à une spectroscopie dans le proche infrarouge et nous avons trouvé que ces choses contiennent des polyines, qui est de l'alcool polyéthylène, de l'alcool polyvinal, qui est un plastique, et du polyamide, qui est de la soie, du nylon et du kevlar. Plus précisément, le docteur Kevin Kernigan a trouvé un gène d'ADN de speedroïne, de la soie d'araignée. Il s'agit du matériau de qualité militaire le plus résistant qui soit. Nous les avons trouvés dans les caillots. Clifford a également effectué des analyses. Nous avons essayé de dissoudre ce matériau et nous avons utilisé des agents extrêmement caustiques tels que l'acide sulfurique fort, le lye, l'acétone, l'alcool, le toluène, le décapant, l'essence, le DIT, le nettoyant pour injecteur de carburant. Tous les tests de solubilité ont échoué. Une fois qu'il s'est auto-assemblé, il est impossible de le dissoudre. Il faut dissoudre les éléments constitutifs. Ces analyses montrent qu'ils ne sont pas des caillots de sang habituels. En effet, ils sont composés d'un hydrogel, polymère complexe comprenant des protéines et des métaux lourds. On pense qu'ils se forment par polymérisation rendue possible par des cofacteurs que sont certains métaux lourds et des nanoplastiques qui sont déjà présents dans notre sang. Comme l'a indiqué le docteur Anna Mihalcea, il est impératif d'agir avant leur formation, car aucune solution n'a été trouvée pour les dissoudre. Pour vérifier si le sang d'une personne injectée peut produire ce type de caillots, il suffit de laisser verticalement une seringue de son sang fraîchement prélevé, 10 heures hors du frigo. Si son sang polymérise, vous allez observer ça.
Pour terminer, sur les caillots fibreux, voici une observation au microscope d'un caillot fibreux 7 semaines après le décès dans un sang embaumé. Cet extrait montre la création de composés non biologiques qui apparaissent dans du sang embaumé, pour le moins étrange. Oxyde de graphène. Avant-propos. De nombreux chercheurs ont observé au microscope électronique à balayage et ont déterminé avec un spectromètre la présence de graphène dans les vaccins. Ce graphène peut créer des microcoupures des vaisseaux sanguins et des organes. L'oxyde de graphène a aussi la capacité de dissoudre les phospholipides des membranes de nos cellules, ce qui peut entraîner des fusions cellulaires. Notez la vitesse de déplacement et la grande attirance qu'ont les globules blancs vis-à-vis du gros globule blanc. Parfois s'en rapprochent et finissent par s'en éloigner. Sauf que, comme vous le constatez maintenant, l'un d'entre eux se rapproche beaucoup et finit par fusionner avec le gros globule blanc. Cette fusion, ce syncytium, continue donc à grandir dans le temps. Nous rappelons que ces observations sont faites in vitro. Il y a un début de fusion et la membrane du globule blanc fusionne avec l'autre cellule. Auto-assemblage. Avant-propos. Des chercheurs ont observé que des particules s'auto-assemblent dans les vaccins et dans le sang des vaccinés. Bill Gates a mentionné dans un interview des nanoparticules qui s'auto-assemblent. There's no doubt in the next 5 years we just need to mess around. There's a lot of lipid nanoparticles and some are very self-assembling. There's no inherent reason it's not thermostable, it's not cheap, and it's not scalable. And so as over the 5 years we fix that part of it, mature it, which is very typical, we'll be able to build factories worldwide that can make $2 vaccines with even less lead time than we've had to have here during this pandemic. Ces nanoparticules qui s'auto-assemblent sont-elles déjà présentes dans les vaccins Covid-19 ? Auto-assemblage dans les injections. What else are they hiding in the vaccines? Dark field microscopy, COVID-19 mRNA vaccine. La Quinta Colonna a eu l'idée en 2024 de mettre un vaccin Pfizer dans un incubateur à 37 degrés pour reproduire la température du corps humain. Avant l'incubation, ils ont observé l'échantillon qui montrait déjà des particules étranges malheureusement observées par de nombreux chercheurs. Après avoir laissé le vaccin pendant plusieurs jours dans l'incubateur à 37 degrés,
La Quinta Colonna a observé ça. Le docteur Frank Zaleski a lui aussi observé ces formations dans les vaccins Covid-19. Ces éléments ne sont pas organiques, ils sont composés de métaux et de graphène. Ce n'est malheureusement pas un épiphénomène. De nombreux chercheurs dans le monde observent ces structures. Qu'est-ce que ces éléments font dans des vaccins? Quels sont leurs rôles? Auto-assemblage dans les diluants. Des chercheurs ont observé que les diluants des vaccins Covid-19 contiennent des nanotechnologies qui elles aussi s'auto-assemblent. Sous le microscope de ce médecin réanimateur, le prétendu vaccin Janssen, enfin, juste son excipient, censé être une substance neutre pour faciliter l'absorption du vaccin. Ce que vous allez voir, on l'a observé dans plusieurs flacons différents. Ce phénomène est reproductible. Et reproductible sur chaque vaccin, sur plusieurs vaccins. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça, c'est que l'excipient, ça? Ça, c'est que l'excipient. Oh là là. Laurent, tu as vu clairement se former cette chose-là en direct sous tes yeux, dans ton microscope. Sous les yeux, et à plusieurs reprises, et avec plusieurs vaccins. Je l'aurais pas cru si je l'avais pas vu. Oui, alors c'est pour ça aussi qu'on nous dit complotiste, parce que c'est quelque chose qui dépasse tellement l'entendement, tout ce que je pouvais imaginer. Ouais, et il y a d'autres médecins qui ont fait comme ça des études sur des lames et qui ont vu des trucs encore plus bizarres. Alors là, on a changé de vaccin, là c'est Pfizer, et ça ne concerne toujours pas l'ARN, c'est toujours l'excipient. Ah, donc l'excipient, c'est ce qui mélange les produits, en gros. C'est ce qui va lier le tout, hein, si les gens ne savent pas. Donc c'est censé être le plus neutre possible, hein, entre guillemets. Alors là encore, j'ai aucune explication pour ça. Là, je demande des explications. J'aimerais que, vu que le phénomène est parfaitement reproductible, j'aimerais que les concepteurs nous donnent des explications. Comment peut-on voir ça dans l'excipient des vaccins et qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai demandé à beaucoup de gens très compétents leur avis. Personne n'a pu me donner un élément de réponse. Mais on a plus l'impression que c'est peut-être un phénomène micro-tubulaire qui pourrait peut-être être soumis à une influence magnétique. Patrick Joland a révélé que ces diluants sont formulés par le DoD. Department of Defense, ou en français, Ministère de la Défense américaine. Je tombe sur des documents où il y a le code du flacon et au-dessus 650500 plus 7 digits derrière. De Pfizer. Les documents officiels, avec les liens. D'une part pour Pfizer, d'autre part pour Moderna. Je dis, c'est quoi ce cirque? C'est quoi ce cirque? C'est quoi ce code? Je gratte et je tombe par hasard, bon, je vais le dire comme ça, d'accord, je tombe par hasard, c'est un code de l'OTAN. Ah bon? C'est quoi un code de l'OTAN? Un code des produits de l'OTAN. Un code d'un produit militaire. Okay. Ah, ben, je comprends. Le département, les Américains, ceux qui ont créé l'OTAN et autres, ils s'échangent des produits militaires. D'accord? Même si tu achètes un pantalon militaire, il a un code. Donc, je découvre que 6505 est un produit biologique identifié par un code de l'OTAN. 0100 correspond au code des États-Unis. Et je vais plus loin. Et je découvre à un moment donné comme quoi ce produit-là est classé dangereux. La chose qui est frappante, c'est que même au niveau du process, au niveau de McKesson, qui est pour moi une des clés, d'accord, avec Pfizer et Moderna et autres, la preuve c'est que on voit bien dans leur processus comme quoi ils reçoivent des flacons des fabricants de vaccins qui ont eu l'autorisation de l'FDA, mais qui rentrent un diluant qui lui n'a aucune autorisation. Et qu'on fabrique un produit final en prenant une partie du diluant et en le mettant dans le produit final et en injectant. Mais quand on regarde, on dit, mais comment, je me mets à la place de l'FDA, comment ils auraient pu, je dirais,
faire une autorisation urgente ou pas urgente tirée d'un produit, d'accord, avec un code 6505 demandé par le DoD et qui est classé partout, même chez eux, comme étant dangereux, dans 3 classes particulières. Septembre 2023. Le DoD donne un ordre mondial de destruction de tous les diluants des vaccins Covid-19. De la nanotech dans le sang des vaccinés. Dans cette partie, nous allons voir ce que des chercheurs observent dans le sang des vaccinés. Accrochez-vous. Des nanorobots dans le sang des vaccinés. Dr Anna Milal-Sea a observé des nanorobots dans le sang des personnes vaccinées qui pourraient être à l'origine des caillots fibreux. Que font des nanorobots dans le corps d'êtres humains? Quels sont les objectifs de ces nanorobots? Des nanorobots forment des caillots fibreux. On pense que la formation de ces caillots fibreux se font à partir de bulles d'hydrogel qui sont remplies de nanorobots. D'autres bulles d'hydrogel observées au microscope à fond noir. Nous aimerions comprendre ces observations et savoir si les caillots fibreux se forment bien de cette façon. Des nano-antennes dans le sang des vaccinés. Nextdose a observé des nano-antennes auto-assemblées dans le sang des vaccinés. Voici un extrait du sang d'une personne injectée vu au microscope électronique à balayage en salle blanche. Le sang est séché. Il est complètement déshydraté pour observer au microscope électronique à balayage. On ne relèvera donc que les parties solides. Ici, une microbaillette assimilable à une micro-antenne, d'une longueur totale de 120 micromètres. Cette autre structure mesure 136 micromètres de long. La base est légèrement élargie. Nous retrouvons les globules rouges déshydratés sur tout le champ optique. Ici, cette possible micro-antenne qui semble comme cassée à son extrémité. Sa longueur totale est de 198 micromètres. En zoomant, on s'aperçoit que son épaisseur minimale est inférieure à 2 micromètres, alors que la base est de 4 à 6 micromètres. Toujours sur cette même lame, on observe une nouvelle structure en forme d'antenne, avec une longueur de 160 micromètres. À droite, d'autres éléments plus petits. En zoomant sur ces petits éléments, nous observons une structure qui semble usinée, d'une longueur totale de 60 micromètres. En zoomant à nouveau, la hauteur totale est inférieure à 25 micromètres, tandis que la partie de gauche a une épaisseur inférieure à 1 micromètre. Ces images sont impressionnantes. Pour quelles raisons les injections Covid-19 auto-assemblent des nano-antennes? Les injectés émettent un signal Bluetooth? De nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux montrent que des adresses MAC sont émises en Bluetooth par des vaccinés. Ce qui n'est pas étonnant, vu que l'on observe des nano-antennes dans leur sang. Nous sommes perdus en plein milieu d'une forêt, loin des ondes. Ici, une équipe de scientifiques cherche à en savoir un peu plus sur ce vaccin. Vous avez été vacciné avec quel vaccin? Moderna. Vacciné en juillet. Par quel type de vaccin? Pfizer. Vous avez fait des tests antigéniques ou PCR? J'ai beaucoup fait, ouais. Combien à peu près? Oh, une dizaine à peu près. Une dose? Une dose parce que j'ai eu le Covid en décembre 2020. Vous avez des objets connectés, téléphone, montre? Sur moi? Oui. Non, j'ai tout laissé. Vous approuvez le fait de participer à l'expérience? Ah oui. Ils veulent tous partir, puis je pense qu'il y en a qui ont un petit peu peur du coup. De connaître les résultats aussi. Il y en a 2 qui sont partis parce qu'ils avaient peur.
avez accepté de faire ce test? Vous me demandez gentiment. Je ne suis pas anti-vax, je ne suis pas pro-vax. Pourquoi il est généré, on ne sait pas. En tout cas, c'est inexplicable aujourd'hui. C'est pas naturel, c'est contre nature. Une personne ne doit pas émettre en cause. Dans Nextdose 3, ils sont allés encore plus loin, en mettant dans un tube de sang frais quelques gouttes d'injection. Nous décidons de faire nos observations dans un endroit neutre, c'est-à-dire ne comportant que très peu d'ondes, autrement dit en zone blanche. Aucune personne n'est injectée parmi les témoins, et il n'y a pas d'habitation à moins de 200 mètres. Ces 3 smartphones témoignent d'une absence de réseau téléphonique. Lorsque l'on active le mode Bluetooth de 2 téléphones, l'iPhone de Titi, à droite, est détecté par le smartphone de gauche, et inversement, le Nokia de gauche est détecté en bas à droite. À 9h15, le prélèvement sanguin chez une personne non injectée est fait, et on y ajoute une dose d'ARN messager dans le tube. À 9h55, après 40 minutes, nous effectuons un scan Bluetooth. La recherche d'appareils s'effectue. Aucun appareil Bluetooth détecté. À 10h45, après 1h30, nous détectons des signaux sur un ordinateur équipé d'une antenne Bluetooth ayant une grande sensibilité. Un pic est détecté avec une fréquence maximale à 2,427 GHz. Pour les néophytes, la plage de fréquence d'un émetteur Bluetooth est située entre 2,4 et 2,48 GHz. Dans le même temps, notre appareil équipé du scanner Bluetooth détecte une adresse MAC, soit à 10h50. De retour au domicile, nous procédons à la vérification de l'adresse MAC détectée sur un site qui référence la liste officielle des constructeurs, la liste Oui. Le résultat de la recherche indique correspondance non trouvée, c'est-à-dire que cette adresse MAC n'appartient officiellement à aucun constructeur. Dans les cimetières, on peut détecter les codes MAC qu'émettent les personnes vaccinées qui ont été enterrées. Avant 2023, nous pouvions détecter les codes MAC émis en Bluetooth avec nos téléphones portables grâce à des applications de détection Bluetooth. Aujourd'hui, les codes MAC émis en Bluetooth qui n'ont pas de code constructeur ne sont plus détectables par ces applications. Le code MAC émis en Bluetooth par les vaccinés n'est pas fixe, il change dans le temps. Il ne sert donc pas à pucer les vaccinés comme on aurait pu le penser. Les non-vaccinés ne sont pas épargnés. Dans cette partie, nous allons voir que les personnes qui n'ont pas reçu le vaccin Covid-19 ont elles aussi un risque d'avoir leur sang contaminé par des nanotech. Des nanotech dans les injectables. Les chercheurs qui ont regardé le contenu des fioles de vaccin Covid-19 ont eu l'idée de regarder le contenu d'autres produits injectables. Des nanotech dans d'autres vaccins. Le docteur Lorena Di Blasi a fait des observations de diluants de vaccins de la grippe et de la dengue et elle observe des éléments inhabituels proches de ceux observés dans les vaccins Covid-19. Ces éléments présents dans ces vaccins sont-ils aussi délétères que ceux observés dans les injections Covid-19 ? Sont-ils désormais présents dans tous les vaccins ? Des nanotech dans des anesthésiques. Les chercheurs qui ont regardé le contenu des fioles de vaccins Covid-19 ont eu l'idée de regarder le contenu d'autres produits injectables comme les anesthésiques. Et dans certains d'entre eux, ils ont observé des éléments anormaux semblables à ceux présents dans les injections Covid-19.
On observe aussi de l'auto-assemblage dans ces injections d'anesthésiques. Que font ces éléments dans ces injectables? Sont-ils des pollutions liées au processus de fabrication? Un non-vacciné avec des nanotech dans son sang. Nous avons le cas d'un patient non vacciné qui a des symptômes graves, proches de ceux des victimes d'effets secondaires des vaccins Covid-19. Au microscope, son sang présente des éléments similaires à ceux que l'on observe dans le sang des personnes injectées avec les vaccins Covid-19. Le cas de ce patient demande de plus en plus d'investigations pour déterminer la source qui l'a contaminé avec des nanotech. Cette personne suivait un régime fortement carné. Nous en reparlerons plus loin. Des polluants comme matière première. Dans cette vidéo, nous avons vu que le corps de certains vaccinés produisent des caillots fibreux et que dans le sang des vaccinés, nous avons un nombre important de nanotech. Tous ces composés demandent une quantité de matière première que ne peuvent pas contenir une ou plusieurs injections. Nous savons que nos organismes sont plus ou moins pollués par des métaux lourds et des nanoplastiques. C'est pourquoi on émet l'hypothèse que les nanotech présentes dans les injections utilisent les polluants présents dans notre corps comme matière première. Des polluants dans notre quotidien. Les polluants que l'on retrouve dans notre sang sont omniprésents dans notre quotidien. On les retrouve dans l'eau, l'alimentation, les objets en plastique, le mobilier intérieur, les vêtements, les matériaux de construction, etc. Bien que l'on ne puisse échapper complètement à cette pollution, nous pouvons la limiter en filtrant notre eau, en consommant des produits bio et en achetant des objets plus naturels que possible. Une pollution tombée du ciel. Les chemtrails sont des épandages chimiques à ne pas confondre avec les contrails, qui sont des traces de condensation de vapeur d'eau que laissent les réacteurs d'un avion. Pour ceux qui pensent que les chemtrails ne sont que des contrails, voici 2 vidéos qui montrent le démarrage et l'arrêt des épandages par des avions. Les chemtrails ne font plus partie des théories du complot. De nombreux gouvernements ont avoué utiliser des pulvérisations de métaux dans le ciel dans le but d'augmenter les précipitations. Il s'agit d'envoyer de l'eau dure d'argent, soit par des fusées lancées du sol, soit bien plus souvent, comme vous le voyez là, par des avions. Et l'eau dure d'argent rassemble donc des gouttelettes de pluie et ces mini-particules modifient la structure des cumulus, nimbus et autres stratus et donc déclenchent les précipitations. Ce qui n'est pas officiel, c'est qu'il y a au niveau mondial des épandages massifs de chemtrails qui se sont accélérés ces dernières années. Il est étonnant de constater que, comme pour les vaccins, Bill Gates investit massivement dans la géo-ingénierie.
Bill Gates est l'un des principaux bailleurs de fonds de l'expérience perturbation contrôlée de la stratosphère, conçue pour bloquer le Soleil dans le but de contrôler le réchauffement climatique en libérant des quantités massives de carbonate de calcium et d'autres matériaux dans la haute atmosphère. Les détracteurs de ce projet, y compris des spécialistes de l'environnement, l'ont qualifié d'expérience de génocide mondial. Contrairement aux contrails qui se résorbent rapidement, les chemtrails sont persistants et se diffusent petit à petit, voilant le ciel d'une fine couche de nuages. On peut tous observer des ciels voilés. Le parlementaire Mirnes Aranović de Bosnie-Herzégovine a fait analyser des boues laissées par la pluie. Et nous, les êtres humains, sommes-nous également exposés à la pollution? Nous avons décidé de faire la première analyse comparative du sable réel du désert du Sahara et celui qui est tombé sur notre pays, nos voitures, nos sols et nous-mêmes, et que l'on a pu observer dans toute l'Europe. L'objectif de notre analyse était de déterminer si la poussière causée par les précipitations était du vrai sable saharien. Nous voulions connaître la composition chimique de cette poussière, de cette pluie sale ou de cette boue, comme certains l'appellent. Nous voulions aussi savoir si elle contenait des éléments toxiques qui pourraient être nocifs pour l'ensemble de l'écosystème, y compris pour nous, les humains. Rappelons que le journal télévisé n'a mentionné que les particules PM10, en précisant que leur concentration était 5 fois supérieure à la limite pour 24 heures. Dans ce rapport, nous avons cependant les éléments suivants: aluminium, arsenic, bore, barium, beryllium, bismuth, cobalt, chrome, cuivre, fer, lithium, manganèse, molybdène, nickel, plomb, antimoine, sélénium, étain, strontium, thallium, vanadium, zinc et argent. Nous avons établi les différences selon les lignes directrices officielles publiées dans le journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine numéro 7209 pour la détermination des niveaux de substances nocives dans les sols. Ce sont les seules normes dont nous disposons sur cette question. Par exemple, la poussière du Sahara contient moins de 0,5 mg d'arsenic par kilogramme. En revanche, la pluie en contient 22 mg par kilo. Le niveau d'arsenic contenu dans la pluie est environ 44 fois plus élevé, ce qui est significatif. La multiplication par 5 des particules PM10 est tout aussi spectaculaire, mais dans ce cas particulier, la concentration est 44 fois plus élevée. Nous avons vu sur les réseaux sociaux des vidéos montrant des particules collées à des aimants. Voici les résultats concernant les éléments dotés de propriétés magnétiques. Le sable saharien contient 1,811 mg par kilo de fer, alors que la poussière de l'autre échantillon en contient 42,270 mg par kilo, soit 23 fois plus. En plus des métaux lourds évoqués précédemment, nous avons découvert un brevet utilisant l'oxyde de graphène en géo-ingénierie. De nombreuses personnes ont vu des filaments tomber du ciel. Les analyses de Bernard Tellier, Analytica, montrent une composition synthétique avec notamment des phtalates. Nous voici justement dans le laboratoire Analytica, situé à Cuers dans le Var. Bernard Tellier est le premier scientifique en France qui a analysé les fibres prélevées par Séverine. Ce docteur de 3e cycle en chimie reçoit ici des spécimens venus des 4 coins du pays. Ces molécules ne se rassemblent pas, donc elles restent sous la forme de filaments. Et c'est seulement quand on commence à les manipuler qu'on arrive à en faire une petite boule. Mais quand elles sont dans l'air, elles sont vraiment disséminées, dispersées sous la forme de filaments. Ça ressemble à des toiles d'araignée. Et c'est très collant, comme vous voyez, c'est très collant. Voilà.
Mais c'est pas naturel alors, si? Non, c'est manifestement artificiel, et ça, j'en suis maintenant convaincu depuis que j'ai pu faire ces analyses, parce qu'on trouve des produits qui sont d'origine industrielle, donc la question ne se pose plus. Son dernier rapport d'analyse confirme la présence de phtalates, des composés chimiques qu'on retrouve dans les emballages ménagers, les plastiques, les peintures ou les cosmétiques. Des phtalates qui se révèlent très toxiques. Ces filaments, c'est une sorte d'arrosage généralisé sur un territoire immense, la France par exemple, voire l'Europe, avec des substances contenant des perturbateurs endocriniens. Ils perturbent notre système endocrinien, et sans notre système endocrinien, on est, je vais être vulgaire, mais on est foutu, quoi. Des filaments dans la viande. Le docteur Mialcea a eu l'idée d'observer au microscope de la viande pour voir si elle contenait des composés que l'on retrouve dans le sang des vaccinés. Elle a alors découvert des filaments présents dans des viandes provenant de bétail non vacciné et nourri à l'herbe. D'autres chercheurs ont vérifié ces observations et ont trouvé des filaments similaires dans des animaux de la faune sauvage. Grâce à l'analyse de la composition de ces filaments, le docteur Mialcea a constaté qu'ils ont la même nature chimique que ceux provenant des chemtrails. Voici maintenant du sang non vacciné. C'est ce que nous avons commencé à voir. Ces filaments de polymères qui ont des caractéristiques cliniques très similaires aux morgellons. Cela a été documenté via la géo-ingénierie. Ralentissons un peu. Dites-nous ce que sont les morgellons. N'est-ce pas là un diagnostic médical controversé? Parlez-nous de cela. Ce n'est pas un diagnostic médical controversé dans le sens où il y a eu des opérations illégales de géo-ingénierie qui ont pulvérisé des polymères avec des métaux, y compris l'aluminium et le barium, depuis 30 ans. Et ces organismes biologiques synthétiques ont été isolés par des personnes comme Clifford Carnicom. Ils ont été appelés bactéries cross-domain. Ils ont été cultivés. C'est de la biologie synthétique. Et des personnes ont été contaminées et marginalisées comme s'ils avaient une parasitose délirante. Mais il s'avère que nous avons analysé chimiquement les échantillons de sang et les filaments, et ils ont une correspondance. Ce qui veut dire que nous avons découvert grâce à la spectroscopie dans l'infrarouge proche, dans le sang vacciné et non vacciné, des signatures chimiques d'alcool polyvinylique, de polyamide et de polyéthylène. Il s'agit de signatures microplastiques non naturelles. Ils font partie de l'ensemble du programme de la géo-ingénierie. C'est donc distinct des vaccins. Ou bien pensez-vous que ces filaments se trouvent également dans les flacons? Ce qui a été trouvé dans les flacons lors des analyses de pluie correspond chimiquement avec les filaments que nous trouvons dans les caillots caoutchouteux. On peut donc penser que les épandages de chemtrails sont tels qu'ils contaminent tous les êtres vivants au point de retrouver ces contaminants jusque dans leur sang. Il est impératif que ces épandages de produits toxiques soient arrêtés car ils empoisonnent tous les êtres vivants. Des nanotech dans la viande? Les vaccins à ARNM arrivent pour les animaux d'élevage. S'ils contiennent des nanotech comme les autres injectables, consommer de la viande pourrait nous en faire ingérer en plus des filaments. Pour que ce soit possible, il faudrait que ces nanotech résistent à la température de la cuisson, ce qui semble peu probable, mais mieux vaut éviter la cuisson saignante. Quoi qu'il en soit, consommer de la viande pourrait représenter une source de contamination supplémentaire à celle de l'air que l'on respire. Comme nous l'avons vu précédemment, nous avons le cas d'un patient non vacciné au Covid-19 très malade avec beaucoup de nanotech dans son sang qui suivait un régime fortement carné. On ne pense pas que les nanotech que l'on observe dans son sang provenaient de la viande, car les vaccins à ARNM pour le bétail n'existaient pas. À ce jour, nous n'avons pas trouvé pour ce cas-là source de contamination aux nanotech. Conclusion sur le rôle des polluants. On émet l'hypothèse que les chemtrails épandent des polluants qui servent de matériaux de construction aux nanotech présentes dans les injectables pour fabriquer notamment des caillots fibreux. Bien que nous sachions que les chemtrails et les analyses des résidus qu'ils laissent ne sont à ce jour pas reconnus par la société.
Nous ne pouvions faire l'impasse sur ce sujet qui semble relié aux injections Covid-19. Chapitre 2. Explication. Dans cette partie, nous allons vulgariser les technologies IOBNT qui pourraient expliquer les observations que nous venons de vous présenter. IOBNT, c'est quoi? IOBNT pour Internet of Bio-Nanothings ou en français, l'Internet des objets bio-nanométriques, est, comme son nom l'indique, un Internet composé de nanotech directement implanté dans le corps. C'est une nouvelle technologie pluridisciplinaire qui mêle la médecine, la bioingénierie, la biologie synthétique, la nanobioélectronique et la nanotechnologie. Elle est en pleine expansion avec des milliards injectés par de nombreux gouvernements, ce qui donne lieu à de nombreuses études et des diplômes universitaires. L'IOBNT a pour objectif d'implanter dans le corps des nano-implants qui pourront communiquer avec des machines en convertissant des données biochimiques en données bionumériques. Ces nano-implants seront autonomes en énergie et ils auront la capacité de se déplacer par eux-mêmes dans le corps. Ces nano-implants vont révolutionner la médecine en permettant d'avoir des analyses biologiques des patients en temps réel et permettre de synthétiser des médicaments au plus près de la zone à traiter et pourront synthétiser de l'ARNM qui permettra de produire des protéines. Ils peuvent être synthétiques en étant composés de graphène, qui est un supraconducteur essentiel dans cette discipline, ou ils peuvent être biologiques en étant fabriqués à partir de bactéries et ou virus modifiés génétiquement, ou encore en étant produits directement par nos cellules grâce à de l'ARNM. Ou encore ils peuvent être mi-biologiques et mi-synthétiques, notamment grâce au graphène qui a une affinité particulière avec certains tissus biologiques. Une fois qu'un corps a des nano-implants, il peut être relié en Bluetooth à un téléphone qui lui-même est relié à Internet. L'ensemble des humains ainsi connectés est appelé l'Internet des corps. Une fois un corps connecté, on peut à tout moment recevoir ces données biologiques et fabriquer dans ce corps des molécules. La façon la plus directe pour administrer ces nano-implants, c'est de les injecter directement dans le sang. Une fois dans le sang, ces nano-implants s'auto-assemblent. On peut aussi les diffuser par des aérosols, ce qui suggère qu'il pourrait être possible de les disperser dans l'atmosphère. L'IOBNT pose de nombreuses questions sociétales qui ne sont pas réglementées par nos gouvernements. Graphène et IOBNT. Le graphène a une toxicité reconnue qui dépend de nombreux facteurs. Il peut être utilisé dans des nanoparticules lipidiques. On parle alors de nanoparticules lipidiques fonctionnalisées graphène. Dans le cas des vaccins Covid-19, nous n'avons pas de preuve que les nanoparticules lipidiques ALC 0315 et ALC 0159, qui sont des ingrédients officiels des vaccins Covid-19, contiennent du graphène. Néanmoins, comme nous l'avons vu précédemment dans cette vidéo, des chercheurs ont démontré sa présence dans les vaccins Covid-19 et le fabricant d'excipients Sinopeg fabrique des PEG greffés graphène. On peut donc se demander si les ingrédients officiels présents dans le RCP sont bien ceux qui sont effectivement présents dans les vaccins Covid-19. L'oxyde de graphène est utilisé dans les IOBNT car c'est un supraconducteur aux propriétés uniques qui est idéal pour capter les fréquences THz. 5G et IOBNT et graphène. La 5G ouvre la bande passante des ondes millimétriques, 24 GHz à 300 GHz, qui grâce à leur débit permettent l'Internet des objets, IoT, et l'Internet des nano-implants, IOBNT. Les nanotech, BNT, présents dans le corps, communiquent via un protocole appelé WBAN, Wireless Body Area Network. Le THz est utilisé pour la communication entre les nano-implants dans le corps. Le Bluetooth via un nanorouteur relie le corps à un portable ou autre dispositif. La 5G, GHz, relie le portable à Internet. À ce jour, nous manquons d'études pour déterminer les risques de l'électrosmog, c'est-à-dire la surexposition de notre corps aux ondes. Néanmoins, nous savons qu'elles ont une incidence négative sur nos cellules en les perturbant, ce qui peut les amener à dégénérer en cellules cancéreuses.
Comme l'indique notre ministère de l'économie et des finances dans un rapport, les ondes non ionisantes des portables notamment ont des effets négatifs sur le corps humain. Nous savons que les fréquences de la 2G à la 4G augmentent les risques de tumeurs avec un usage du portable de 30 minutes par jour pendant 10 ans, classé 2B par le CIRC, peut être cancérogène. Les fréquences de la 5G seront plus élevées, GHz, et le faisceau plus directif. Les objets connectés pourront accroître la durée d'exposition du corps entier. De plus, les longueurs d'onde de la 5G ont la propriété de moins bien se propager, ce qui implique un plus grand nombre d'antennes relais. Les nanotech qui sont ou seront présentes dans nos corps vont considérablement augmenter notre exposition aux ondes, ce qui va amplifier leurs effets délétères. Le graphène étant un supraconducteur qui amplifie les signaux, on peut présumer qu'il va augmenter les effets délétères de la 5G autour des tissus qui sont en contact avec lui. Par principe de précaution, nous recommandons à tous les vaccinés d'éviter l'exposition à la 5G et toutes autres ondes non ionisantes. Et comme nous avons vu qu'il y a des nanotech dans d'autres injectables, on peut élargir cette recommandation à beaucoup de monde. Des IOBNT dans les vaccins Covid-19 ? Dans cette vidéo, nous vous avons montré du graphène dans les vaccins, des nanotech qui s'auto-assemblent et des codes MAC émis en Bluetooth par les vaccinés. Comme nous l'avons vu, on retrouve toutes ces technologies dans les IOBNT. On pense donc que les vaccins Covid-19 embarquent ces technologies. Des lots différents pour différents IOBNT ? Des chercheurs ont observé que la composition des lots ne sont pas identiques. Certains lots ne contiennent que des nanotech, d'autres sont contaminés avec de l'ADN, d'autres ont plusieurs ARNM de nature différente. Les anomalies que l'on observe dans le sang des vaccinés peuvent être différentes d'un vacciné à un autre, ce qui confirme l'existence de lots de composition différentes. Et dans ce cas, si nous supposons que nous voyons un vaccin normal, un très bon vaccin, quelque chose qui a été produit de façon très cohérente, nous verrions une ligne presque parfaite. Une ligne presque parfaite. Si en revanche, nous produisions un vaccin vraiment très mauvais, le pire que nous puissions concevoir, nous ne verrions aucune ligne. Nous ne verrions que des points éparses. Dans ce cas, nous voyons 3, pas une, mais 3 lignes. Et elles sont en fait presque parfaites. Mais ce qui est également très troublant, c'est que cela montre un système, une structure dans les données. Des réactions indésirables. Les erreurs de production sont par nature aléatoires. Mais ce cas-ci montre une structure. Nous n'en connaissons pas encore la raison. Mais il est évident que nous étudions cette question, comme nous l'avons également mentionné. Mais pour l'instant, nous ne savons pas pourquoi. La seule chose que nous savons, c'est que cela ne devrait absolument pas être le cas. C'est pourquoi il s'agit d'un signal de sécurité très alarmant, comme cela a été mentionné. Je pense que vous avez expliqué très clairement qu'il existe 3 types de lots différents et que chaque lot présente un risque différent. Et que le lot bleu présente le risque de mortalité le plus élevé. Cette analyse nous confirme qu'il existe au moins 3 types de compositions qui induisent un nombre et des effets secondaires différents. Vous pouvez vérifier la dangerosité de votre lot avec le site howbadismybatch.com. Ce site s'appuie sur les données VAERS pour classer les lots de vaccins en fonction du nombre d'effets secondaires. Question. Pourquoi existe-t-il plusieurs lots avec des compositions différentes ? Est-ce lié à des erreurs industrielles ? Quel est le but des technologies IOBNT dans ces injectables, vaccins et anesthésiques ? Transhumanisme, l'avènement des robots moléculaires. Dans cette partie, nous allons dans un premier temps vous montrer des observations d'un chercheur et dans un second temps vous expliquer ces observations. Le sang se transforme. Des effets secondaires se sont déclarés pour le docteur Carl C. suite à sa vaccination Covid-19. Il a alors observé son sang au microscope. Il a alors constaté des choses anormales dans son sang, notamment ses globules rouges ont été progressivement remplacés par des cellules synthétiques, érythromères. Carl C. a observé la formation de composés synthétiques qui pourraient servir de base à ces cellules synthétiques.
les observations de Carl C. sont très étonnantes. Nous allons maintenant vous expliquer comment tout cela est possible. Bioluminescence et IOBNT. La bioluminescence permet aux IOBNT d'établir un système de communication moléculaire appelé interfaçage biocyber-bioluminescent, BBI. Parmi elles, il y a la channel rhodopsine et la luciférase. Or, le vaccin Covid-19 Pfizer a de l'ARNM qui encode de la luciférase dans ses ingrédients. Il existe plusieurs utilisations de la luciférase. Elle peut notamment être intégrée dans les membranes cellulaires, ce qui confère à des cellules une luminescence. Le docteur Carl C. a observé dans son sang des cellules lumineuses qui peuvent même clignoter. Ces observations nous paraissaient irréelles avant de découvrir l'interfaçage biocyber-bioluminescent, BBI, que nous venons de vous présenter. Encore une fois, nous nous posons cette question. Quel est l'objectif réel de ces vaccins? De l'ARNM pour produire des robots moléculaires? Des études ont dévoilé que l'ARNM des vaccins Covid-19 est dans certains cas mal lu par les ribosomes, ce qui crée des protéines aberrantes. Suite à tout ce que l'on vous a présenté, on peut penser que ces études se trompent dans leurs conclusions. Ce ne sont pas des protéines aberrantes, mais du matériel de construction pour les IOBNT. Une étude a montré que dans un lot de vaccins, il y a plusieurs types d'ARNM dans les vaccins Covid-19 qui servent à encoder différents matériels biologiques. Certains de ces matériels biologiques pourraient permettre de modifier nos cellules pour les faire évoluer en cellules synthétiques ou robots moléculaires. Une analyse des ARNM présents dans un lot de vaccins montre la présence d'ARNM codant pour des enzymes permettant l'intégration au génome des autres ARNM injectés. Si c'est bien le cas, certains lots des vaccins Covid-19 nous transforment en êtres mi-humains, mi-synthétiques. Nous sommes en plein dans le transhumanisme. Si ce n'est pas le cas, à quoi servent tous ces différents ARNM présents dans certains lots de vaccins Covid-19 ? Comment expliquer les observations de Carl C. Chapitre 3. Conclusion. L'étude de ces vaccins nous permet de penser qu'ils ont un but tout autre que d'immuniser notre corps contre la Covid-19. Au regard de tout ce que nous vous avons présenté, on peut émettre l'hypothèse que ces vaccins sont des armes de guerre qui ont deux objectifs. Asservissement numérique, réduction de la population. En admettant que nous fassions fausse route, il nous faut rester vigilants, car nous arrivons à un niveau de technologie qui pourrait, dans un futur proche, permettre la réalisation de tels objectifs. Asservissement numérique. Dans cette partie, nous allons vous présenter le risque de biohacking et transposer ce risque sur les vaccins Covid-19. Biohacking, quand le corps devient hackable. Les promoteurs de l'IOBNT estiment qu'elle a un grand potentiel pour la santé humaine, tout en admettant qu'il y a un risque qu'elle soit utilisée de façon malveillante. En effet, en se connectant au nano-implant, on peut avoir une action délétère sur le corps qui peut aller jusqu'à la mort. Ce risque est appelé biohacking. Ce biohacking pourra être réalisé à votre insu en vous administrant des nanotech sans que vous le sachiez, par injection, par voie orale et même par aérosol. Les biohackers pourraient être des individus malveillants ou des États totalitaires qui pourraient utiliser les technologies IOBNT pour asseoir leur pouvoir sur le peuple. Ils pourraient alors utiliser l'IOBNT pour contrôler la population, géolocaliser chaque individu,
influencer ses humeurs et même tuer d'éventuels dissidents sans laisser de traces. Des lots différents pour des rôles différents. Vu que nous avons plusieurs compositions pour les vaccins Covid-19, on peut imaginer que chaque lot a des IOBNT qui ont un objectif différent. Certains lots pourraient être conçus pour stériliser, d'autres pour former des caillots fibreux, d'autres pour conditionner de futurs esclaves, etc. On nage en pleine science-fiction, et pourtant les observations et les études sur les vaccins confirment la présence de nanotech. Et comme leur présence n'est pas officielle ni reconnue, on peut imaginer que leur rôle est tout sauf bienveillant. On peut aussi émettre comme hypothèse que ces différentes compositions pourraient être une expérimentation de masse de la technologie IOBNT. Réduction de la population. Dans cette partie, nous allons développer l'hypothèse que ces vaccins Covid-19 pourraient être utilisés pour réduire la population. Nous avons montré dans cette vidéo que les diluants des vaccins Covid-19 ont des nanotech conçus par le DoD. On peut donc penser qu'ils ont été conçus à des fins militaires. Des statistiques qui montrent une réduction de la population. Nous observons un nombre important et sous-estimé d'effets secondaires graves suite aux injections Covid-19. Sur notre site vvc19.fr, vous avez accès à plus de 1500 témoignages de victimes de ces effets secondaires. De plus, nous observons une surmortalité toute tranche d'âge confondue, qui est inexpliquée dans de très nombreux pays occidentaux suite aux injections Covid-19. Cette surmortalité pour les années 2021 et 2022 ne peut pas être expliquée par la Covid-19. Le seul événement d'envergure en Europe est la vaccination Covid-19. À noter que pour 2023, il n'y a pratiquement plus de surmortalité, ce qui pourrait signifier que les décès liés au vaccin Covid-19 sont derrière nous, ce dont nous pouvons nous réjouir. Les femmes sont plus touchées par les effets secondaires, notamment au niveau de leur cycle menstruel, ce qui questionne sur le devenir de leur fertilité. Nous déplorons le silence assourdissant des médias et des politiques sur ces sujets. Vous êtes tout à fait libre dans votre travail, Christine Kelly, ou est-ce que vous avez dû faire, on va dire un jour, l'objet de pression, ou comment ça se passe? Vous avez dû vous auto-censurer déjà à cause de pression ou pas? Plus que jamais, je suis libre. Et parfois, c'est même gênant. Je me dis, oh là là, la liberté que j'ai de pouvoir aborder tel sujet. Je parle avec... Vous pouvez aborder tous les sujets que vous voulez? Presque. Ah. Les vaccins, vous pouvez pas... non. Ah. Les vaccins, non. C'est pas une question de CNews, c'est une question générale. Toujours, ça c'est un sujet délicat. Je ne sais pas, mais c'est un sujet délicat. Quand je dis je ne sais pas, il faut fouiller, mais c'est-à-dire que c'est un sujet particulièrement sensible. Et moi, je vais vous dire, c'est le seul sujet. C'est pas pour CNews. C'est marrant parce qu'on recevait donc la semaine dernière ici le professeur Raoult. Et en effet, à chaque fois qu'on parle de ces sujets, que ce soit sur les plateformes, c'est toujours compliqué en effet. C'est toujours compliqué. Même sur les plateformes. Vous voyez ce que je veux dire? Pas que sur les médias, sur les plateformes, partout. C'est un sujet très, très, très délicat. Donc, je vous dis la vérité. Et pourtant éminemment grave. Hein. Éminemment grave. Mais je vous dis la vérité, ce sujet-là, il est très difficile de l'aborder
à la télévision. Pour CNews comme pour les autres médias. On va vous dire oui, mais on n'a pas vu tous les effets secondaires, mais est-ce que vous avez vérifié, etc. Donc oui, ça par exemple c'est un sujet délicat. Dépeupler pour résoudre la crise climatique. Une certaine élite semble penser qu'il faut réduire la population pour faire face au changement climatique et à la raréfaction des ressources. Voici un graphique qui montre la population mondiale totale au cours des 100 dernières années. Et à première vue, c'est un peu effrayant. Nous sommes passés de moins d'1 milliard d'habitants en 1800 à 3, 4, 5, 6 et 7,4 milliards en 2000. Et cela se produit plus rapidement aujourd'hui. Combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète? Puis finalement, nous ne pouvons pas mettre de côté la croissance de la population humaine. Parce que, vous savez, cela souligne tant d'autres problèmes. Ces choses dont nous parlons ne seraient pas un problème si la population était la même qu'il y a 500 ans. Je ne sais pas si vous avez été à Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria. 22 millions d'habitants. Donc si vous pensez qu'avec le tri sélectif, on va régler le problème de Lagos, c'est que vous n'y avez pas encore été à Lagos. Et la paix que nous obtiendrons de ceci est la paix du cimetière. Parce que l'intention est aussi de réduire le nombre de personnes dans ce monde. Au moment où le nouvel ordre mondial a été annoncé, la population de ce monde n'était que de 3 milliards. L'intention était de la réduire à 1 milliard. Maintenant, la population du monde est de 7 milliards. Il serait nécessaire de tuer des milliards de personnes, ou de les faire mourir de faim, ou de les empêcher d'enfanter, afin de réduire la population mondiale. Nous tenons à ne pas entretenir l'idée que nous sommes trop d'humains sur Terre. C'est pourquoi, par des calculs simples, nous allons montrer que ce n'est pas le cas. L'ONU prévoit pour 2037 9 milliards d'individus. Selon l'ADEME, pour nourrir un humain, il faut 5200 mètres carrés avec un régime carné, 1200 mètres carrés avec un régime végétal. Selon la FAO, nous cultivons environ 38% des terres émergées, soit 4,9 milliards d'hectares. Dans les conditions actuelles, nous pouvons nourrir 40 milliards d'humains avec un régime végétal, un peu plus de 9 milliards avec un régime carné. Si nous le voulons, nous pouvons vivre avec bien plus d'humains sur Terre. Pour que ce soit possible, il nous faut revoir le modèle occidental, basé sur le consumérisme et développer notre solidarité. Un génocide silencieux en cours ? Les vaccins Covid-19 pourraient permettre la réduction de la population, soit en tuant des personnes avec des effets secondaires graves, soit en rendant les femmes stériles. Ces deux cas semblent se vérifier aujourd'hui. On peut imaginer que les nanotech qui servent à produire des caillots fibreux vont être activés à distance petit à petit dans le temps pour que ce génocide soit moins visible. C'est pourquoi, par mesure de précaution, nous recommandons à toutes les personnes injectées, Covid-19, anesthésiques et autres, d'essayer de chélater les métaux lourds présents dans leur sang. Voir notre vidéo, partie 3, piste de traitement. Y a-t-il une intention de dépopulation dans ces injections? Et ou une intention d'asservir les peuples? Disclaimer. Vous venez de visionner la vidéo part 2 Nanotech de notre série de vidéos Mécanisme des effets indésirables. Retrouvez les deux autres vidéos part 1 Cause officielle et part 3 Piste de traitement de la série Mécanisme des effets indésirables sur notre site vvc19.fr. Nous avons conscience que tout ce que l'on vous a présenté peut paraître inconcevable. Il faut bien dissocier les observations qui sont vérifiables et constatées par de nombreux chercheurs, les hypothèses et conclusions que nous avons émises qui demandent des enquêtes pour être validées. Nous espérons que des recherches de grandes envergures seront menées pour confirmer ou infirmer nos propos et trouver des traitements plus performants. Bibliographie disponible sur vvc19.fr, 72 études et analyses. Pour aller plus loin, si vous êtes dans le médical, la meilleure chose à faire est d'allumer votre microscope et d'observer le sang frais et les fioles des vaccins. Nous vous invitons à venir partager vos observations et réflexions sur notre groupe Telegram VVC19 MECA-EI. Documentaire sur le sang des vaccinés, Next Dose. Documentaire sur les caillots, Did Suddenly.
Témoignages d'effets secondaires et preuves des effets secondaires, vvc19.fr. Remerciements. Nous tenons à remercier tous les chercheurs qui ont le courage de mettre en jeu leur notoriété et leur carrière en publiant leurs recherches et observations. Andreas Noack, Nextdose, Sébastien et Guillaume, Dr Mielcea, Dr David Nixon, Dr Carl C., Professeur Luc Montagnier, Quinta Columna, etc. Merci aux doubleurs Jeanne Traduction et Akina. Merci à la team VVC19, Pascal, Corinne, Pascal, Karine. Synthèse et rédaction, Fabien de VVC19, à partir des recherches de 2 lanceurs d'alerte qui préfèrent rester anonymes. Un grand merci à l'amoureux des animaux, sans qui cette vidéo n'aurait jamais vu le jour. Et un grand merci à l'épice qui a su relever les observations en les transcendant en explications.